Je vais vous présenter Hugues Drelands, qui est professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain, qui nous vient donc d'un pays voisin et ami, et membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation, le GIRCEF, qui est très actif. Allez regarder son site, il y a une pépinière de chercheurs belges sur l'éducation qui sont très très actifs et qui font de l'excellent travail. Les recherches de Hugues Drelands portent sur la mise en œuvre des politiques éducatives dans les établissements scolaires, sur la formation et la socialisation des élites, sur les processus de production et de reproduction des inégalités sociales, sur le rôle des familles et des établissements scolaires dans la production des inégalités sociales devant l'école. Ces travaux portent aussi sur la conception et la mise en œuvre des politiques éducatives, par exemple sur le redoublement scolaire, un sujet de controverse vive, comme vous savez, que Hugues Drelands a exploré en profondeur, et je pense que ce sera le cœur de son exposé. Il est, comme les autres participants à ce colloque, je ne peux pas les citer, leur bibliographie, mais comme les autres, il est auteur de nombreux articles et ouvrages en sociologie de l'éducation. Il vient de m'apporter son dernier livre, que je n'ai pas sous la main, mais dont je le remercie, et je le présenterai peut-être tout à l'heure. Et j'ai plaisir à souligner que la sociologie de l'éducation est un domaine dans lequel, comme je viens de le dire, la recherche de nos collègues belges est depuis plusieurs décennies très vivace et féconde. À toi ou à vous la parole. Merci beaucoup Pierre-Michel Menger pour cette invitation. Je suis ravi d'être présent et de pouvoir contribuer à cette journée sur l'éducation et l'évaluation des performances, de ces performances. Alors, donc, pour introduire mon propos et faire justement le lien avec cette thématique qui nous rassemble, je rappellerai qu'au fond, on est aujourd'hui dans un contexte de comparaison et de compétition internationale. Tout à l'heure, Martin Handler a évoqué la question du capital cognitif et du lien avec la question de la productivité économique. Et donc, les systèmes éducatifs sont soucieux de leur productivité et de l'investissement éducatif. Et ces systèmes éducatifs sont progressivement pensés dès lors comme des systèmes de production. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une importance croissante des données statistiques pour mesurer les outputs des systèmes éducatifs. Alors, on pourrait dire évidemment que l'usage des statistiques pour gouverner n'est pas nouveau, loin de là. Je dirais dès le départ, au XVIIIe siècle, la statistique a partie liée avec l'État. Elle offre des savoirs pour l'homme d'État. Elle permet de décrire le territoire et la population d'un État. Donc la statistique administrative, tout ça, évidemment, est très ancien. Mais l'usage des statistiques évolue, bien entendu, avec la montée du souci de la performance, et on passe des statistiques qui servent simplement à décrire le système, de plus en plus à des statistiques qui vont être utilisées comme indicateurs d'efficacité, de performance, et pour évaluer la qualité aussi du système, avec par exemple les résultats des écoles, des enseignants, des élèves. Donc ça, c'est une chose. Et puis, pour améliorer aussi les performances des systèmes éducatifs, bien entendu, l'action publique se fonde de plus en plus, peut-être encore insuffisamment, diront certains, sur des preuves. Alors là aussi, au fond, cette conception rationaliste de l'action publique n'est pas neuve, mais les connaissances considérées évoluent et elles font appel de plus en plus à des preuves chiffrées et obtenues par expérimentation, par exemple. Alors, donc, mon propos, je vais le centrer sur, au fond, les implications pratiques de ces évolutions à partir d'une étude de cas, une question à laquelle j'ai consacré une partie de mes recherches depuis maintenant plus de 20 ans, à savoir la question des taux de redoublement. Et à travers ça, on pourra réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est compté, quelles sont les preuves scientifiques qui comptent, ce qui est mesuré est-il pertinent. Et donc, voilà, le taux de redoublement est un fait scolaire qui a été particulièrement, et qui reste particulièrement problématique et problématisé en Belgique francophone, compte tenu de sa hauteur importante. Et depuis maintenant une trentaine d'années, il y a une volonté politique
de réduire ce taux de redoublement, mais sans réel succès. Alors, donc on est confronté finalement à ce que j'appellerais un cas paradoxal, et c'est un petit peu ça qui va retenir mon attention dans cet exposé. Je pars du constat que la lutte contre le redoublement, malgré qu'elle se soit fondée au fond sur des preuves scientifiques, et des preuves scientifiques souvent considérées comme aujourd'hui comme les meilleures possibles, eh bien ces preuves scientifiques n'ont pas constitué une source efficace, en tout cas de légitimité pour l'action publique, au sens où ces preuves n'ont pas réussi à convaincre les acteurs scolaires du bien fondé de la suppression du redoublement. Et bien sûr, il y a d'autres causes possibles, mais j'insisterai dans mon explication sur la nature des données et des preuves mobilisées qui me paraissent un élément explicatif important pour comprendre justement cet échec de cette politique. Alors, quelques mots peut-être sur le contexte. Donc je vais parler de ce qui se passe en Belgique francophone, qui est donc la partie ici sud du pays, ce qu'on appelle aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, bon, avant de parler de la Fédération Wallonie-Bruxelles plus en détail, peut-être rappeler que, bien entendu, la possibilité ou non du redoublement dépend dans un système des règles de passage et que ces règles, en fait, elles varient très fortement selon les systèmes éducatifs. Et au fond, en Europe, on est confronté à des situations fort contrastées avec un certain nombre de pays qui recourent à ce qu'on appelle la promotion automatique. Au fond, il n'y a quasiment pas de redoublement. Les élèves progressent automatiquement d'une année à l'autre. Dans d'autres pays, à l'inverse, on est dans une situation où le redoublement est possible chaque année. Et puis, on a aussi des situations intermédiaires où des pays où le redoublement est parfois exceptionnel, ou alors il est régulé et seulement possible au terme de certaines étapes de la scolarité. Et donc, ce qui est notable, c'est la situation en Belgique francophone, qui se caractérise donc par un taux de redoublement extrêmement élevé. Alors, donc, ce taux de redoublement, il est donc exceptionnellement haut. Vous le voyez ici dans ce graphique qui présente plusieurs pays, plusieurs systèmes, et notamment le système de donc, la Belgique francophone, ou ce qu'on appelle aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ça, c'est un des éléments qui a pesé très fort au début des années 90, où on avait déjà constaté cette singularité belge francophone, concernant le redoublement, et qui a suscité une volonté de mener une politique pour limiter ce redoublement. Et un argument aussi qui a été très fortement présent dans le débat public, c'est le fait que le redoublement coûte cher, coûte très cher. Vous avez ici un extrait du journal Le Soir, un quotidien belge francophone de référence, où on voit le coût du redoublement, il est estimé à plusieurs centaines de millions, ce qui représente environ 11,5% du budget de l'enseignement, me semble-t-il. Et dès 1993, je vais traduire, je suis bilingue, j'ai l'avantage d'avoir travaillé en France aussi, un petit peu dans ma carrière. Et donc, dès 1993, la lutte contre le redoublement est engagée. Voilà un extrait d'un article de l'époque. Alors, que s'est-il passé entre 1993 et aujourd'hui? Eh bien, on peut caractériser la politique de lutte contre le redoublement en Belgique francophone comme étant marquée par une sorte de va-et-vient réglementaire, c'est-à-dire que, au fond, en 1993, on a supprimé le redoublement au début de l'enseignement secondaire et on a instauré ce qu'on a appelé la promotion automatique, le passage automatique, ce qui a posé plein de difficultés
plein d'effets pervers, au fond, où on s'est rendu compte que le redoublement avait augmenté, avait évidemment chuté à cette étape de la scolarité, mais qui réaugmentait par la suite, qu'il y avait des réorientations, des changements d'établissement pour un certain nombre d'élèves en difficulté. Et sur le terrain aussi, ça posait tout un tas de difficultés, j'y reviendrai. Et donc, en 2001, le principe de promotion automatique a été abandonné, et sans qu'on revienne à une réautorisation du redoublement stricto sensu, on en est venu à l'organisation d'années complémentaires qui étaient censées apporter un peu de remédiation, mais en fait, ça a été perçu vraiment comme un retour en arrière, une forme de réintroduction déguisée du redoublement. Et en 2016, nouveau changement, le principe des années complémentaires qui avait été introduit est supprimé, est remis seulement à la fin du cycle, et plus seulement, et pas chaque année. Bref, on a d'abord supprimé le redoublement, puis on l'a réautorisé directement, puis autorisé seulement en fin de cycle. Donc je vous passe les détails parce que c'est un peu compliqué, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'un va-et-vient. Alors, quels résultats est-ce que ces politiques ont eu sur les taux de redoublement? Je le disais, donc on a des taux qui étaient au début des années 90 extrêmement élevés, mais cette exceptionnalité des taux était déjà existante par avant. Si on prend par exemple ici des éléments d'information concernant le premier degré, donc l'enseignement primaire, on voit déjà que dans les années 80 et 90, eh bien, la Belgique se singularise par des taux largement supérieurs à la moyenne des autres pays. Donc cette singularité, elle n'est pas neuve. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est que ces taux très élevés, ils le restent aujourd'hui, puisque d'après les enquêtes PISA, eh bien, en 2020, 46% des jeunes de 15 ans ont déjà redoublé en Belgique francophone, alors que dans la moyenne des pays de l'OCDE, on est à 11%. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que, en quelque sorte, la lutte contre le redoublement, elle continue, elle est toujours à l'agenda politique, et elle est présente régulièrement dans l'actualité. Vous le voyez ici avec quelques exemples, avec toujours quelque chose qu'on entend souvent dire en Belgique, on est les champions du monde, un triste record bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui revient, et on a ici notre actuelle ministre de l'Éducation, Caroline Désir, qui dit notre recours au redoublement est délirant, et la dernière grande réforme, le dernier grand programme de réforme de l'école belge francophone, le pacte d'excellence, entend fixer comme objectif de réduire le redoublement de moitié d'ici 2030, mais quelques mois plus tard, on avait déjà des articles qui montraient que le pacte promet cet objectif, mais c'est pas gagné. Et voilà, effectivement, on ne sait pas trop comment, si on va y arriver. Donc, voilà un peu le constat de départ. Alors, cette politique qui vise à réduire le redoublement, si je résume, elle s'est appuyée pour se légitimer, d'une part, sur la comparaison internationale. J'en ai parlé un petit peu. Au fond, on a des taux de redoublement très élevés qui sont mis en regard et ça, c'est un élément sur lequel je n'ai pas insisté, mais qui a joué aussi dans le débat public, c'est-à-dire qu'on a mis aussi en regard ce taux de redoublement élevé avec les faibles performances du système belge francophone en termes d'efficacité et d'équité, plus le fait que tout ça a un coût important. Donc ça a joué très fort. Et puis, qu'est-ce qui a joué aussi pour légitimer la réforme, c'est le fait qu'on a eu, au début des années 90, un certain nombre de rapports qui ont présenté des conclusions de recherche scientifique sur le redoublement,
et notamment le rapport en 1993 de Marcel Cray, Échec des élèves, échec de l'école, hein, donc, qui aboutissait à une condamnation pédagogique du redoublement, justement en se basant sur un certain nombre de synthèses internationales, et en particulier américaines, de la littérature, dont je parlerai dans quelques minutes. Et donc voilà, on avait vraiment dans ces rapports, dans les propos des chercheurs, des types de propos tenus comme ça, avec vraiment l'idée d'enfoncer le clou, le redoublement est inefficace, injuste, etc. Et une forme d'interrogation aussi de la part des chercheurs, hein, qui se demandent pourquoi les enseignants continuent-ils à faire redoubler, et avec cette idée voilà, qu'il faut arrêter ça. Alors, du coup, c'est un petit peu la question à laquelle je me suis confronté à la base dans ma thèse de doctorat. Au fond, je suis arrivé à un moment où, justement, cette réforme de la réforme initiale, donc la réforme de 93, venait d'être réformée en 2001, et moi j'étais à la recherche d'un sujet de doctorat sur la question des politiques éducatives, et voilà, je me suis dit, tiens, il y a là une belle énigme sociologique, et ce paradoxe dont j'ai parlé me semblait intéressant à essayer de comprendre. Et surtout que, à l'époque, on avait beaucoup de chercheurs en éducation qui travaillaient sur les questions de redoublement, qui répétaient toujours un petit peu les mêmes résultats, et qui s'étonnaient de ce que le discours scientifique ne percole pas dans l'école, avec par exemple Jean-Jacques Paul ici qui dit des enseignants qui n'entendent pas ou des chercheurs qui expliquent mal. Vraiment, il y avait cette idée que la littérature semblait avoir démontré à foison que le redoublement n'était pas la mesure la plus positive pour l'élève en difficulté, et en même temps, voilà, on n'arrivait pas à réformer, et donc il y avait cette incompréhension. Donc moi, j'ai voulu, au fond, essayer de comprendre ce que j'appellerais l'échec de la réforme, et je pense que même les responsables politiques reconnaissent aujourd'hui que la politique de lutte contre le redoublement a été un échec, donc ce n'est pas forcément un jugement de ma part. Mais donc voilà, la thèse que j'ai essayé de développer et que je vais vous présenter, c'est finalement de dire que le type de preuves sur lesquelles la lutte contre le redoublement s'est fondée, elle joue un rôle dans l'échec de cette politique. Pourquoi ? Parce que ces preuves, elles ont beaucoup de peine à convaincre les enseignants. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'on a besoin de convaincre les enseignants ? Pas forcément, on pourrait très bien supprimer d'autorité le redoublement. D'ailleurs, ça a été fait, mais le problème, c'est que on attendait en fait à ce que les enseignants modifient leur pédagogie, modifient leur pratique, parce que sinon, ça produit aussi des effets pervers, et c'est ce qu'on a constaté. Et donc, dans une réforme éducative, eh bien, on attend quand même souvent des transformations des pratiques enseignantes. Et donc, si on n'arrive pas à convaincre les enseignants que la réforme est pertinente et qu'elle peut être praticable, eh bien, c'est très difficile de pouvoir finalement changer l'école. Et donc, ces preuves, comme je vais le montrer, elles sont en décalage avec les expériences des enseignants, les jugements, les savoirs professionnels. Et c'est notamment lié à un décalage entre ce qu'on pourrait appeler le raisonnement expérimental et le raisonnement naturel des enseignants. Avec, en plus, le fait que dans la logique qui est aujourd'hui montante, on recommande de plus en plus que la politique se fonde sur des données probantes, sur des preuves scientifiques, c'est-à-dire, si possible, expérimentales. Eh bien, il y a une forme de déconsidération tout à fait assumée des savoirs professionnels. Les enseignants ne sont pas perçus comme ayant des savoirs, ils sont perçus comme ayant des croyances qui sont dès lors opposées aux connaissances scientifiques. Alors, je ne veux évidemment pas mettre les connaissances et les savoirs professionnels sur le même plan que les connaissances scientifiques, ce n'est pas l'idée d'être dans une forme de relativisme, mais d'opposer strictement
les connaissances aux croyances, ça me paraît quand même quelque chose qui n'a pas été de nature à faciliter le dialogue aussi entre les politiques et l'expertise qui la fondent et le terrain. Alors, quelques mots sur, au fond, les preuves en question. Quelles ont été les preuves qui ont été avancées pour, au fond, démontrer l'inefficacité du redoublement? Eh bien, ce sont essentiellement des études quantitatives de type quasi-expérimental et ce qu'on appelle des méta-analyses qui font la synthèse de ces études. Donc la méta-analyse, c'est une méthode scientifique qui consiste en fait à synthétiser de manière statistique les résultats d'études indépendantes pour essayer d'en tirer des enseignements généraux sur un problème donné. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans une perspective de politique fondée sur les preuves, qui vient de l'evidence-based medicine, la perspective de l'evidence-based medicine, qui s'est ensuite diffusée dans d'autres domaines comme en éducation, eh bien, les méta-analyses sont considérées comme les meilleures preuves possibles. Alors, pour revenir un petit peu sur la question de la méta-analyse, donc c'est une méthode qui est très utilisée, surtout en sciences médicales, mais qui s'est largement diffusée et qui a pour but donc, d'obtenir une estimation quantifiée d'un effet global ou commun à toutes les études qui sont incluses dans la synthèse que cette méta-analyse cherche à faire. Et donc, c'est une façon de schématiser un petit peu, de simplifier évidemment les choses, mais on a donc un certain nombre d'études et on cherche à obtenir un effet global qui permet de dire quelle est la moyenne de l'ampleur, de la taille d'effet qui est mesurée par les différentes études et de quel côté penche au fond la balance. Donc c'est un outil qui est très prisé et qui a une certaine, évidemment, une grande pertinence dans certains domaines, mais qui permet d'intégrer et de combiner des recherches nombreuses pour en tirer des conclusions qui soient claires et utilisables. Il faut se dire que, par exemple, en sciences médicales, il y a une telle inflation des publications qu'on a besoin de pouvoir synthétiser les choses dans ce genre de méta-analyse. Alors, il y a quand même un certain nombre de critiques qui ont été adressées aux méta-analyses, malgré la popularité très grande que connaît cette méthode depuis quelques années. C'est que, par exemple, et je reprends ces critiques ici parce qu'elles sont intéressantes à avoir en tête pour comprendre peut-être les limites des approches méta-analyses qui ont été faites sur le redoublement, c'est qu'une méta-analyse, elle vaut d'abord ce que valent les études qui sont incluses dans la méta-analyse. Un autre aspect qui est particulier dans les méta-analyses, c'est que ce qui compte, c'est avant tout la quantité des études. C'est vraiment l'addition d'un certain nombre d'études qui va faire preuve. Et vous pouvez avoir parfois une étude de très très bonne qualité, mais qui peut être tout à fait noyée par les autres études. Et donc, ce n'est pas tellement le fait d'avoir une bonne étude qui compte, c'est vraiment le fait d'en avoir plusieurs. Et donc, on valorise davantage la qualité, parfois, la quantité parfois sur la qualité. Ou en tout cas, c'est un élément qui joue. Et puis, une méta-analyse repose aussi sur un postulat qui est l'idée que, au fond, toutes les études mettent en évidence un effet commun. Et il se fait que, en réalité, parfois, les études ont été faites dans des contextes extrêmement différents, ce qui est particulièrement courant en éducation, avec dans des systèmes, par exemple des recherches faites aux États-Unis sur le redoublement, qui ont été faites dans des États différents, etc., avec des États qui fonctionnent selon des politiques différentes. Et donc, voilà, l'intensité de la relation entre les phénomènes, on n'est pas assuré toujours qu'elle ne soit pas sensible à ces effets de contexte. Mais les méta-analyses tiennent peu compte de ces aspects-là. Et puis, ces méta-analyses, une caractéristique, c'est qu'elles recherchent, comme je le disais, un effet global. Et donc, la recherche d'un effet global, ça peut parfois poser problème si les différentes études qui sont incluses dans la méta-analyse, en fait, sont très, très différenciées, c'est-à-dire si elles mettent des effets très différents. Et donc, lorsque toutes les études tendent dans le même sens, c'est peu problématique. Mais lorsqu'on a des études qui mettent en évidence des effets parfois négatifs et d'autres des effets positifs,
eh bien, ça peut être plus problématique parce que cette dispersion des résultats, elle disparaît un peu par un effet de méthode en quelque sorte. Alors, je le disais, la méthode de la méta-analyse, c'est une méthode qui est considérée comme au sommet de la hiérarchie des preuves ou de la pyramide des preuves, hein, donc dans la perspective de l'evidence-based, qui est de plus en plus prégnante à l'heure actuelle, eh bien, les méta-analyses sont perçues comme les meilleures preuves possibles, comme le signe d'un consensus scientifique, hein, quelque chose qui offre un niveau de preuve beaucoup plus fort que des études de cas ou même que des essais expérimentaux, mais qui sont individuels. Et donc, c'est la somme qui est la meilleure preuve. Alors, concernant les méta-analyses sur le redoublement, je ne vais pas avoir le temps de rentrer très fort dans le détail, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais en gros, il y a eu 5 méta-analyses qui ont été réalisées sur la question du redoublement. Les premières, la première date de 1984, et puis la dernière date de 2021. Et ce qu'on peut dire, pour simplifier, c'est que les 3 premières méta-analyses sont des méta-analyses qui ont montré des résultats assez clairement en défaveur du redoublement. Hein, par rapport, en comparant redoublement et promotion automatique, ces études ont montré que le redoublement était plus défavorable à la performance des élèves en difficulté que la promotion automatique. Alors, ces premières méta-analyses ont par la suite été critiquées par les suivantes. Et notamment, donc les 2 dernières ont été beaucoup plus attentives à la question, par exemple, de la qualité des études qui étaient incluses dans l'analyse. Et ces méta-analyses plus récentes ne sont pas abouties exactement aux mêmes résultats que les premières. Elles ont montré, par exemple, que les effets négatifs du redoublement, qui avaient été mis en évidence par les premières méta-analyses, avaient été fortement surestimés. Et par exemple, la méta-analyse de Gauss et collègues indique que le redoublement a des effets positifs sur les résultats scolaires lorsqu'il s'accompagne de remédiation, surtout à court terme. Alors, ces études n'ont néanmoins pas conduit à réhabiliter le redoublement au sens où le redoublement est perçu comme ne démontrant pas globalement, hein, en moyenne, sa supériorité sur la promotion automatique parce que les progrès des élèves qui redoublent sont jugés insuffisants ou trop peu durables que pour justifier une année de scolarité supplémentaire. Alors, autre chose qu'on peut dire par rapport aux méta-analyses plus récentes, je l'ai dit, elles sont critiques des précédentes et nettement plus nuancées dans leurs conclusions, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont connues. Au fond, les méta-analyses anciennes sont beaucoup plus influentes, et elles restent encore aujourd'hui plus influentes dans le débat public et dans, au fond, la connaissance que tout un tas de chercheurs en éducation ont du sujet. On a souvent lu, quand on travaille dans le domaine, ou entendu parler des travaux les plus anciens, et pas forcément des travaux plus récents. Et ici, donc, dans ce tableau, dans ce graphique, on avait analysé les citations obtenues par les diverses méta-analyses à l'heure actuelle, et on voit que ce sont encore les plus anciennes qui sont les plus citées, ce qui est problématique puisque, au fond, les méta-analyses plus récentes ont conduit en quelque sorte à montrer qu'elles étaient biaisées sur un certain nombre de points. Alors, d'autres inconvénients qu'on peut noter concernant les méta-analyses, et ce serait plutôt des éléments de critique plus sociologique que je pourrais apporter, c'est que, au fond, les méta-analyses vont contribuer à donner une image biaisée des recherches sur le redoublement, hein, et elles vont du coup alimenter ce qu'on peut appeler un débat binaire. Hein. Souvent, dans le débat public, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le redoublement, hein, et donc on a souvent cette espèce de façon de présenter les choses, et d'une certaine manière, les méta-analyses contribuent à renforcer cette idée, hein, qu'il faut être pour ou contre, parce que les méta-analyses suggèrent qu'un consensus existe, puisqu'elles cherchent un effet global,
Et en réalité, lorsqu'on rentre un petit peu dans la lecture des études individuelles, on se rend compte que la littérature, elle est très mixte, elle est très peu unilatérale, elle n'est pas du tout unilatérale. En fait, voilà, il y a en moyenne, et ça les méta-analyses les plus récentes le montrent bien, l'effet du redoublement, en moyenne, est nul. On ne parvient pas à montrer que le redoublement serait plus efficace que la promotion automatique. Mais ça ne veut pas dire que, enfin, en quelque sorte, cet effet pourrait très bien être un artefact de méthode, parce que un certain nombre d'études montrent en fait que le redoublement est négatif, et d'autres montrent qu'il est au contraire positif. Et donc, qu'il est d'autant plus positif que le redoublement s'accompagne d'une remédiation spécifique. Donc ça, c'est quand même un élément qui ressort fortement. Et donc l'hypothèse que je fais, et qui d'ailleurs, je ne suis pas le seul à la faire, parce que des chercheurs commencent à s'y intéresser, c'est que le redoublement produit en fait des effets différenciés. Des effets différenciés. Donc il peut tantôt être positif, tantôt négatif. Et du coup, toute la question, c'est de comprendre cet effet différencié. Alors, un autre inconvénient, c'est la manière dont le redoublement est conçu, est défini, et la manière surtout dont on va mesurer son efficacité. Parce que un des arguments que je vais présenter, c'est de dire qu'au fond, cette façon de mesurer l'efficacité est déconnectée de celle qui prévaut sur le terrain. Alors, quels sont les critères que les chercheurs utilisent dans les études quasi expérimentales pour juger de l'efficacité du redoublement? Donc, les chercheurs, ce qu'ils font, c'est généralement, ils comparent les élèves qui redoublent à d'autres élèves. Donc, ils font ce qu'on appelle un matching, une procédure d'appariement. Et donc, on compare souvent les élèves qui redoublent avec d'autres élèves qui sont des élèves du même âge que les élèves concernés, mais des élèves qui ont été promus. Et donc, c'est une espèce de raisonnement contrefactuel. On se demande, on essaye de répondre à la question qu'est-ce qui se serait passé si cet élève, au lieu de le faire redoubler, on l'avait fait passer de classe. Et on essaie de le comparer avec un élève qui a un profil le plus similaire possible. Alors, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire un bon appariement et d'avoir suffisamment de variables de contrôle. Ce n'est pas souvent le cas dans les études, en tout cas dans les études anciennes. Et donc, c'est assez compliqué à faire. Mais l'avantage de cette manière de procéder, c'est qu'on essaye de constituer un groupe contrôle. On est dans une procédure quasi expérimentale, parce qu'on peut pas, on ne fait pas vraiment d'études strictement expérimentales sur le redoublement, voilà, pour des raisons notamment pratiques, éthiques. Alors ça, c'est la façon la plus courante dont les chercheurs procèdent. Les enseignants et les autres acteurs, les familles, les élèves eux-mêmes, lorsqu'ils considèrent un redoublement, ce n'est pas du tout de la même façon qu'ils approchent les choses. Ils vont plutôt opérer une comparaison qu'on pourrait appeler une comparaison pré-post, pré-redoublement et post-redoublement. Donc plutôt que de comparer l'élève qui redouble à un autre élève théorique, construit par une méthode statistique, c'est la progression des élèves par rapport à eux-mêmes et par rapport à leurs propres difficultés qui va être considérée. Et d'ailleurs, on se rend compte souvent aussi que le but qui est fixé au redoublement sur le terrain, dans la mesure où il varie très très fort d'un élève à l'autre, la manière d'évaluer son efficacité peut très bien varier aussi. Ça ne veut pas dire forcément la même chose. L'avantage, la limite évidemment, c'est qu'on n'a pas de groupe contrôle ici, mais l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle correspond davantage à l'objectif pédagogique qui est recherché. Je vais m'expliquer là-dessus. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est donc que, au fond, il y a des sens et des finalités qui diffèrent entre les chercheurs et les enseignants. Alors, c'est quelque chose qui a déjà été constaté, bien sûr, depuis de nombreuses années. Par exemple, François Dubet disait oui, les enseignants ont de bonnes raisons de raisonner de la manière dont ils raisonnent, c'est-à-dire de comparer l'élève avec sa propre progression. Il voit bien son redoublant progresser, mais l'enseignant n'a pas raison de procéder de cette manière. C'est le chercheur qui a incontestablement raison.
Peut-être, mais en réalité, l'efficacité, ce qui me paraît surtout intéressant à voir, c'est que l'efficacité même du redoublement ne signifie pas la même chose pour les chercheurs et pour les enseignants. Plutôt que de se demander qui a raison, et bien sûr, les chercheurs ont leur logique propre, hein, et encore une fois, il s'agit de faire un raisonnement quasi expérimental, on peut comprendre, mais ça veut dire que la question des finalités du redoublement est posée différemment par les enseignants et par les chercheurs. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la manière dont les chercheurs évaluent l'efficacité d'un redoublement est beaucoup plus exigeante que ce qu'en attendent les enseignants. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend à un enseignant du redoublement, ce n'est pas qu'un élève parvienne à performer de sorte à annihiler ses difficultés ou à ne plus avoir de difficultés à long terme. C'est surtout de le remettre en selle, et donc c'est de chercher un effet de boost, un effet à court terme. Et donc cet effet, c'est typiquement des choses qu'on constate dans les études. Cet effet, il est là. Mais les chercheurs vont dire, bah oui, mais l'effet ne se maintient pas à long terme. Bon, et donc, en quelque sorte, ils attendent du redoublement quelque chose que les acteurs de terrain n'en attendent pas. Donc ils sont plus exigeants, ce qui veut dire qu'au fond, la manière même de mesurer l'efficacité, elle n'est pas vraiment neutre. En quelque sorte, elle est porteuse d'une certaine conception, d'une certaine valeur, et une autre manière de percevoir à quel point la méthodologie est porteuse d'un certain nombre de conceptions de la finalité, c'est que, au fond, dans les études, seul le redoublement est considéré comme le traitement. Donc on est dans un paradigme où, au fond, on regarde ce qui se passe lorsque certains élèves se voient appliquer le traitement du redoublement, et implicitement, on considère que la promotion automatique ne serait pas un traitement. La promotion automatique n'aurait pas à être considérée comme un traitement. C'est comme si, au fond, il était... en fait, si on réfléchit, dans un système où l'avancement dans la scolarité est conditionné par l'évaluation, par l'acquisition des apprentissages et le fait de démontrer qu'on a acquis les apprentissages, imposer du jour au lendemain une promotion automatique, ça n'a rien de neutre. Ça n'a rien de neutre du tout. C'est quand même quelque chose qui pourrait même paraître assez aberrant. Donc ici, au fond, dans les études, on ne se pose pas du tout ce genre de questions. Alors donc, pour paraphraser le titre d'un article célèbre de Pierre Bourdieu, ici, effectivement, j'ai envie de dire que le redoublement n'est qu'un mot. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important à comprendre, c'est qu'au fond, on a un seul et même mot qui est employé, le redoublement, pour désigner des réalités qui sont parfois extrêmement diverses. Et donc, dans les études où on subsume sous cette appellation unique en fait, des situations qui sont parfois très différentes, on pense que le redoublement est un phénomène toujours identique, qui pose toujours le même problème, quelle que soit l'école, quel que soit le contexte auquel chacun réagit, et auquel chacun réagirait de la même manière. En fait, ce que les études qualitatives montrent, et c'est des études que je mène actuellement avec Caroline de Pascal, ma collègue, qui réalise une thèse de doctorat sous ma promotion, on se rend compte que le redoublement est un phénomène pluriel et qu'il existe différents types de redoublement, parce que les enseignants attribuent le redoublement sur des critères qui varient tout à fait d'un élève à l'autre. Tantôt, ça peut être quelque chose qui touche à un manque de maîtrise du métier d'élève, parfois ce sont des lacunes dans les apprentissages, parfois encore c'est des questions de comportement, d'absentéisme. C'est pas la même chose de redoubler dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement général ou dans l'enseignement professionnel. Il y a plein de réalités extrêmement contrastées. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que c'est une décision extrêmement complexe. Et qui procède souvent d'une évaluation holistique de l'élève. C'est-à-dire que voilà, c'est toute la situation de l'élève qui est prise en compte. Ce n'est pas seulement les résultats scolaires, la performance scolaire. Ce sont des évaluations qui prennent en compte d'autres aspects. Et sur le terrain, on voit bien que les différents types de redoublement produisent des effets qui sont en tout cas perçus comme différents. Qui sont tantôt perçus comme négatifs, tantôt perçus comme positifs.
Et donc, on a par exemple sur le terrain des enseignants qui parlent d'élèves qui redoublent mal, ou d'élèves qui redoublent bien. Et donc, voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, hein, qu'est-ce que c'est que bien ou mal doublé. Et puis, on voit d'ailleurs que les élèves qui ont un jour été confrontés au redoublement, lorsqu'on les interroge a posteriori sur cette expérience, eh bien, ils sont nombreux à juger que le redoublement a été bénéfique. Et un certain nombre jugent que ce redoublement n'était pas nécessaire aussi. Mais donc, voilà, on sent bien qu'il y a des effets qui peuvent être différents selon tout un tas de critères qui restent mal connus et que, au fond, les études quantitatives éludent complètement. Donc, des études complémentaires sont nécessaires. Hein, donc des études qualitatives pour étudier, hein, par exemple, ce que ça signifie que de bien ou de mal doubler, à quelles conditions surtout, et puis des études quantitatives peut-être pour objectiver ces effets différenciés que j'évoquais et pour les étudier plus en détail. Et voilà, la perspective à travers ça, c'est peut-être d'arriver à sortir d'un débat qui serait trop binaire, redoublement versus promotion automatique. Alors, du coup, les méta-analyses sont-elles une source suffisante de légitimité pour l'action publique? Elles produisent bien entendu de la connaissance, et mon propos n'est pas de remettre en question évidemment la méthode des méta-analyses en tant que telle, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'elles produisent une connaissance qui est en décalage avec le raisonnement, on pourrait appeler naturel, des acteurs scolaires, et qu'au fond, elles véhiculent une triple ignorance, l'ignorance des savoirs, des jugements professionnels que j'évoquais, mais aussi l'ignorance du contexte. C'est-à-dire que, par exemple, les méta-analyses qui ont été utilisées en Belgique pour appuyer la politique sont des méta-analyses qui ne portent pas du tout sur le contexte belge. Et en fait, quand on regarde les travaux qui avaient été menés à l'époque, eh bien, en fait, il n'y avait aucun travaux qui avait été mené en Belgique. Donc, on parle d'études américaines et on postule qu'elles seraient universellement valides, ce qui pourrait être discuté, en tout cas qui mériterait d'être vérifié. Et puis, les résultats, les méta-analyses vont aussi contribuer à une forme d'ignorance de la compréhension, c'est-à-dire que sociologiquement, pour comprendre ce que c'est que le phénomène du redoublement, on a besoin d'une connaissance des processus et des mécanismes sociaux qui façonnent le phénomène et qui conditionnent l'expérience qu'en ont les élèves et les enseignants. Et un exemple de ça, c'est notamment ce que j'avais appelé les fonctions latentes du redoublement, c'est-à-dire que au-delà de l'efficacité pédagogique du redoublement, est-ce que le redoublement permet ou pas de remettre à flot un élève suffisamment, efficacement, il y a ce que j'appelle, en reprenant un concept mertonien, des fonctions latentes, c'est-à-dire des fonctions officieuses, plus implicites, non affichées comme telles. Évidemment, le redoublement participe dans un système éducatif de la gestion de l'hétérogénéité, participe au tri des élèves au sein des établissements. On peut le regretter, bien sûr, mais c'est une réalité, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et donc, quand on supprime le redoublement, comment est-ce qu'on assure ces questions-là? Et ce qui ressortait très fort dans les travaux que j'avais faits, c'est que le redoublement, lorsqu'on l'interdit, eh bien, les enseignants sont confrontés à des élèves qu'il devient très difficile de motiver à travailler, hein, parce que, justement, dans des systèmes où l'évaluation est très présente et où le redoublement existe, les élèves ont un petit peu développé un rapport instrumental à la scolarité. Et donc, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas une fatalité, mais qui ne se change pas du jour au lendemain. Et donc, voilà, la régulation dans le scolaire devenait très difficile. Et puis, les enseignants insistaient sur le fait que la décision du redoublement, ça fait partie un petit peu de leur autonomie professionnelle. Donc, lorsqu'on leur enlève ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est assez mal vécu. Alors, rapidement, pour aller vers la conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la politique du redoublement, lorsqu'elle est confrontée aux réalités de terrain, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme... j'ai repris ici quelques verbatims d'une enquête que j'avais faite là-dessus. Eh bien, au fond, les connaissances qui font de l'action publique, qui sont fondées sur ces études et ces méta-analyses, je l'ai dit, elles rompent avec l'expérience commune de la réalité, et du coup, les experts, les réformes elles-mêmes sont perçues comme étant déconnectées du terrain. Et donc, il y a une forme de rejet de la politique
et des experts qui sont perçus comme étant en chambre, etc., des gens qui ne connaissent pas le terrain. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très clair. Et puis ce qui ressortait aussi, et c'est important dans le contexte belge, c'est la motivation économique, c'est-à-dire que la réforme, elle a été légitimée par la pédagogie, mais aussi on savait, et c'était assez clair, qu'il y avait une raison économique derrière la réforme. Il s'agissait de faire des économies parce que le redoublement coûte cher. Et donc, évidemment, les enseignants, lorsqu'on les prive du redoublement, ils attendent qu'on mette en place des alternatives. Et il existe parfois des alternatives, même si on n'a pas suffisamment de travaux peut-être sur les alternatives et leur efficacité réelle. Mais du coup, au fond, on ne leur donnait aucune alternative. Alors, au final, on peut dire que le redoublement, il a souffert du fait, enfin la politique de lutte contre le redoublement a souffert du fait d'être fondée sur une connaissance qui me paraît incomplète. C'est-à-dire que toute la connaissance qui est apportée par les méta-analyses est évidemment intéressante, mais elle ne peut pas suffire pour fonder à elle seule l'action publique. Et encore une fois, c'est pas mon propos de remettre en question le raisonnement expérimental en tant que tel, ni même la formalisation, parce qu'on a toujours besoin d'abstraire pour observer le réel, et on a besoin d'ignorer certaines choses pour connaître. Mais le problème, c'est quand l'abstraction implique des critères du jugement qui sont en décalage avec les professionnels, et du coup, voilà, est-ce que ça en fait une source suffisante de légitimité? Et comme je l'ai dit, on a besoin de convaincre les enseignants. Et donc, il est difficile de faire l'impasse là-dessus. Donc, en conclusion, voilà, mon propos a été de dire que, en Fédération Wallonie-Bruxelles, la politique de lutte contre le redoublement, bien qu'elle soit fondée scientifiquement, elle n'a pas produit les effets qu'on en attendait, étant donné que les taux de redoublement sont aujourd'hui toujours élevés. Mes éléments d'explication que j'ai avancés, c'était de dire qu'au fond, on a une abstraction scientifique qui est en décalage avec la réalité du terrain, et que la conception même de la preuve qui a fondé la politique est une conception qui dévalorise les savoirs et les jugements professionnels, et donc forcément ça a rendu le dialogue compliqué et la réception de la réforme compliquée. Et donc sur le terrain, on a plutôt eu un rejet de l'action publique et de l'expertise, et au final la réalité n'a pas beaucoup évolué, ce qui est quand même dommage, étant donné que le fait que les taux de redoublement soient élevés, c'est un vrai sujet. Donc, ce que ce cas nous apprend, me semble-t-il, c'est qu'il est toujours intéressant de se souvenir de ce que l'abstraction scientifique ignore, et donc il est intéressant d'élargir les connaissances pertinentes, et donc moi je plaide pour une forme de pluralisme épistémologique qui tienne compte des jugements, des savoirs professionnels, et plutôt que d'une politique qui serait fondée sur la preuve, j'aurais envie de dire que ce qu'on a besoin, c'est d'une politique qui soit informée par les connaissances, la diversité des connaissances issues non seulement des recherches quantitatives, mais aussi des recherches qualitatives, et aussi des savoirs, des connaissances de terrain. Et donc, être d'une manière avoir une vision plus englobante. Et ce qui veut dire que le problème de l'action publique, c'est pas juste un problème de conception, de réception, parce qu'on se dit la réforme a été bien conçue, le problème c'est une fois qu'on essaie de l'appliquer. Non, le problème c'est qu'elle a été conçue aussi d'une manière qui, me semble-t-il, est problématique, et donc la conception est bien en cause, et ça plaide aussi pour mieux intervenir, mieux comprendre les contextes avant d'intervenir sur les contextes, pour éviter justement que ces contextes en quelque sorte se retournent contre la politique. Et c'est un enjeu d'efficacité, mais c'est aussi un enjeu, me semble-t-il, démocratique, à l'ère aujourd'hui où les preuves chiffrées sont de plus en plus prégnantes et de plus en plus valorisées, mais aussi où elles sont de plus en plus fragiles, au sens où il y a une forme de scepticisme croissant dans l'opinion à l'égard de l'objectivité quantitative. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas totalement ignorer, me semble-t-il, si on veut en tout cas être dans une perspective pragmatique de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer au fond le système à l'aide des connaissances produites par la recherche. Et voilà, j'en termine là en vous mettant quelques-unes des références vers lesquelles vous pourrez vous tourner si vous voulez approfondir ces questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.